Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense joie et plaisir de recevoir Monica Sabolo pour la sortie de son livre Eden qui est sorti au livre de poche, le voilà. Et nous avons ce soir une librairie partenaire qui se trouve à Biarritz, c'est la librairie Le Bookstore, je vous conseille d'aller au Bookstore, ils ont aussi adoré Eden. Donc avant de commencer cette rencontre un peu spéciale, un peu pleine d'esprit, parce que j'ai convoqué tous les esprits de la forêt. Je vais rappeler à nos amis lecteurs qui peuvent poser des questions à Monica par l'intermédiaire de l'onglet Converser et Frédéric se fera un plaisir de venir les poser à la fin à Monica. Monica, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Nathalie, ça va bien. Tu es prête à passer sur le grill, à repartir dans la forêt? Je suis prête. Avant qu'on fasse le résumé de ce livre, alors moi c'est un livre très important pour moi, j'ai envie qu'on reparte un peu en arrière, un 16 novembre 2017, je crois que c'était un jeudi aussi. Quel a été l'élément déclencheur quand tu t'es mis devant ton ordinateur pour commencer à écrire Eden? Parce que je sais que c'est cette date-là exactement. Mais c'est vrai, bien sûr. Oui, oui. Alors, le 16 novembre 2017, c'était le jour de la remise du Goncourt des lycéens. Et à midi, et j'étais finaliste on était 4 ou 5, et je ne l'ai pas eu. Et ensuite, la seule façon pour moi de m'extraire de toute cette attente, de toute cette pression, etc., c'était de me projeter ailleurs. Et en effet, c'est très juste, ce jour-là, j'ai écrit ma première... j'ai écrit la première scène d'Éden, qui est d'ailleurs celle qui est restée. Après, je ne me suis pas lancée dans l'écriture tout de suite, vraiment, mais ce jour-là, j'ai écrit le début de mon prochain livre. Ouais, Ce qui c'est veut vrai. dire que si tu avais eu le Goncourt des lycéens, tu n'aurais jamais commencé à écrire Eden ce jour-là? Jamais, non, non. En effet, je l'aurais peut-être pas écrit d'ailleurs. C'est fou. Ouais. On va dire que c'est super. C'était Oui, heureusement que je ne l'ai pas eu. oui, moi oui, parce que c'est vraiment un livre que j'ai. Je trouve que c'est un roman fascinant. Je trouve que tu as une particularité que je ne vois chez aucun auteur, c'est que tu as ce don de mettre en osmose un lecteur avec un lieu et un milieu. Comment tu fais ça? C'est de la magie, c'est inné chez toi, c'est parce qu'on sait que tout est dans le détail et dans la beauté chez toi. Ça, c'est ta marque de fabrique. Comment tu fais? Parce que c'est quand Merci. même. Bah, je crois que c'est surtout que, effectivement, le milieu naturel est un personnage de mes romans, je le constate, et tout part de là. C'est comme un décor. Et ensuite, je place mes personnages, enfin, ils se placent presque eux-mêmes, hein. Mais ça part du désir d'écrire sur un milieu naturel. C'est quelque chose qui me donne envie d'écrire. Le lac pour Summer, la montagne pour Crans-Montana. Et là, j'avais vraiment envie d'écrire sur la forêt. D'ailleurs, c'était à peu près la seule idée que j'avais à l'origine. C'était l'envie d'une forêt, une immense forêt. Un endroit vraiment sauvage dans lequel on pouvait se perdre. Je pense que j'étais moi-même en manque de forêt, comme on est un peu tous probablement en manque de ces espaces sans fin et sauvage, complètement sauvage. D'ailleurs, ça représente quoi la nature dans ta vie et les animaux? Ça représente quoi? Une place importante? Une place à part? Fondamental, ouais, le sauvage même. Je l'appelle, moi, c'est ce que j'appelle le sauvage. C'est c'est un lieu de réincarnation, c'est un lieu de reconnexion au réel. Ça passe par le sauvage, donc, et les milieux naturels, et effectivement les animaux. Et ça me permet de regarder beaucoup de vidéos YouTube pour m'inspirer de ne pas travailler. Donc là, c'est à peu près 200 heures de vidéos YouTube sur des biches et sur des chouettes pour Eden. Et donc, c'était beaucoup de joie. C'est pour ça que tu parles très bien la chouette d'ailleurs. D'ailleurs, Ah tu bah, l'écris je ça. suis devenue semi-professionnelle en Tu chouette, hein. l'écris ça. À un moment donné, il y a un des personnages qui dit à l'autre, tu parles bien la chouette. C'est écrit, hein. Ah oui. C'est écrit. Page 61 d'ailleurs. Je suis allée vérifier. Donc, tu as très bien répondu à l'appel de cette forêt. Moi, j'avais écrit que ce roman était une porte ouverte vers un autre monde, sur un monde où l'humanité se confronte à la nature
à la forêt, et à sa force obscure. Est-ce que tu es d'accord avec ce mini contraction de résumé? Oui, alors je ne sais pas si c'est vraiment la force obscure, parce que pour moi, la nature et la forêt, c'est plus une force de lumière, je dirais. Et c'est plus un lieu auquel on appartient. Je dirais, c'est un lieu auquel on appartient et c'est un lieu qui est à l'intérieur de nous. C'est comme si on... C'est vraiment la notion du grand tout. Il me semble, moi, dans ma vie urbaine, hein, d'être en manque de cette... c'est comme une anomalie, pour ma part, de ne pas être connecté en permanence au cycle naturel, mais même à l'heure du lever du soleil, de vivre complètement dans un... sans oublier, sans prétendre qu'on appartient à ce grand cycle. Parce que pour moi, quand on est dans nos vies de béton, d'espaces construits, de cités, d'espaces humains construits contre la nature, il y a quelque chose qui se dérègle. Il y a, à mon avis, un lieu de désolation qui se crée. Il y a quelque chose de l'ordre du désert. Et pourtant, j'aime beaucoup les esthétiques urbaines. Tout ce qui est pop, tout ce qui est aussi assez contemporain m'inspire énormément, mais j'aime quand ça se confronte à quelque chose d'archaïque, quelque chose de plus grand, quelque chose qui se détend sur la ligne du temps et de l'espace. Et également, je pense que la forêt est une représentation de la littérature, d'un endroit, d'un déplacement. Alors, avant qu'on rentre, est-ce que tu veux résumer ton livre ou tu veux que je le fasse? Alors, je préfère que tu le fasses. Ah, j'en étais sûre. Alors déjà, on va dire que dans ce livre, on retrouve, comme dans tout ton travail, les thématiques principales qui sont la disparition ou la perte, les fantômes, Oui. le silence et les secrets de famille. Je ne me trompe pas? Tout ça, ça dit. C'est tout à fait ça, oui. Et surtout, l'adolescence, parce que ça, c'est très important. C'est une thématique qu'il y a dans tous tes livres, soit peut-être dans tout cela n'a rien à voir avec moi. Oui, en même temps, l'héroïne est quand même très Oui, adolescente, quoi. voilà. Donc, d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce que c'est que Eden? Eden, alors on va dire, c'est Nita, qui est une autochtone qui vit dans une réserve à la lisière de la forêt. Et justement, dans cette forêt, il se passe des choses interdites, un peu spéciales. Et son père y a disparu dans cette forêt. Et elle va faire la connaissance de Lucie, qui elle vient de la ville et qui vient habiter donc, et qui est blanche, elle, qui est un peu solitaire, qui a peur de rien et qui justement elle va aller dans la forêt et elle va dire qu'il se passe des choses dans la forêt, que qu'elle va un peu confirmer les dires qu'il y a des animaux un peu spéciaux, bon, plein de mystères. Et un jour, on va retrouver au pied d'un arbre comme étrangère à elle-même, un peu groggy, on va retrouver Lucie agressée et nue. On est d'accord? Et ça commence comme ça. Et le livre relate l'année précédente de ce qui s'est passé. Il y a d'autres personnages, il y a des hommes, il y a une forêt. Donc il y a effectivement dans ce livre, c'est le livre le plus engagé et le plus politique de Monica Sabolo, puisqu'il y a une exploitation forestière et que la forêt est en train d'être détruite par des hommes. Il y a aussi un personnage à part qui s'appelle Kishi. On en reparlera tout à l'heure, mais qui a son importance. Il y a, j'ai envie de dire, il y a cette forêt qui est un personnage principal. Alors je sais qu'on ne peut pas occulter tout ce qui est agression, tout ce qui est adolescence, parce que c'est très important dans ton livre, mais j'aimerais qu'on passe aussi sur le prisme de la forêt. Est-ce que ça te dérange ou pas? Bah non, volontiers. Et alors justement, ton livre s'ouvre par l'esprit de la forêt. C'est quoi l'esprit de la forêt selon Monica Sabolo? Alors, c'était cette fameuse scène que j'avais écrite comme ça, sans savoir ce que j'allais raconter. Donc, je crois qu'au moment où je l'écris, je ne sais pas ce qu'est l'esprit de la forêt. Donc, c'est une jeune fille qui apparaît. J'avais envie d'une scène qui flirtait avec le surnaturel. Et ce que j'aime dans le fantastique, c'est l'idée que le fantastique puisse être réellement l'expression d'une force occulte ou d'un esprit, ou peut être le réel, mais transformé par la peur, une vision. Le lecteur décide lui-même si c'est une apparition ou si c'est c'est quelque chose de réel qu'il transforme. Donc là, j'avais cette jeune fille qui sortait des bois, nue,
avec une peau très claire la nuit et qui avait comme un manteau de plumes ou une cape végétale. Parce que, je ne sais pas, j'aimais cette image-là. Après, je pense que euh, ça va tout simplement à la rencontre de ce qui sont mes sources mystérieuses d'inspiration et de motivation presque pour écrire. C'est-à-dire la jeune fille, la fragilité, en même temps, elle est un peu dotée de super pouvoirs, puisqu'elle apparaît avec cette espèce de majesté, et en même temps, elle saigne, elle est blessée. Donc, cette ambivalence-là, c'est quelque chose qui me plaît. Enfin, disons que c'est une ligne sur laquelle je me retrouve très fréquemment. Et je crois que c'est aussi la puissance d'une évocation visuelle. Et parfois, l'image précède sa signification, très souvent chez moi. Ah, l'esprit de la forêt, pour moi, représente également une certaine vision euh, du paradis perdu également, d'une sorte de pureté, de beauté, de quelque chose d'originel, de mystérieux, justement d'inaccessible et en même temps d'éminemment désirable. Et il y a toujours dans ce livre cette idée d'un monde par lequel, une porte par laquelle on pourrait se glisser pour atteindre un autre monde qui serait la parfaite réplique d'une autre, mais d'une façon parfaite, quelque chose de plus beau que le réel. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est là où je me rapproche de ma vision de la littérature également. C'est une sorte de monde augmenté, je dirais, avec un endroit où on peut à la fois espérer quelque chose de sublime, de l'idée de la transcendance qui va bien aussi avec l'adolescence, cette espèce de soif d'idéal, de grand tout, et en même temps le lieu de la peur, parce qu'une porte qui ouvre sur un autre monde, ça peut être aussi le lieu de la menace, du danger. Ça représente énormément de choses, et en particulier à cet âge-là, qui est un âge de la crainte et du désir à la fois, de l'amour et de la violence, cette forêt, c'est une métaphore également du roman d'apprentissage, du lieu de transformation. Il y a beaucoup de choses dans ce roman. Il y a des choses à tiroir. Il y a le désir, la naissance de l'amour, du désir, la transgression, l'attrait pour la transgression, et Absolument. la domination qu'elle soit masculine sur les jeunes filles. Il y a aussi la domination sur la forêt, puisqu'il y a cette entreprise de déforestation qui est là. La forêt, c'est aussi, comme dans Sommer, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le lac. C'est un lieu de liberté et de transformation. Bah, je dirais que L'ambivalence. absolument, mais d'ailleurs, tout le monde occidental s'est construit contre la forêt. La forêt, c'est le lieu justement du sauvage, c'est le lieu des bandits, c'est le lieu des proscrits, c'est le lieu des saints, c'est le lieu de la métamorphose, et c'est le lieu où l'on peut échapper à la loi, à la cité, à la religion, à la famille. Donc, c'est le lieu de la liberté. Et j'ai écouté l'autre jour, découvert par hasard un entretien de Marguerite Duras de 1976 sur la forêt, et c'est magnifique ce qu'elle dit, elle évoque cela. Elle dit, la forêt, c'est l'endroit où les femmes ont découvert une parole libre, une parole inventée. C'est là où elles sont allées parler aux fleurs et aux animaux. C'est l'endroit où elles se sont autorisées quelque chose qui provenait d'elles. Et elle dit cette phrase que je trouve assez belle, elle dit « Les femmes se faufilent dans la forêt, les hommes, eux, y vont pour chasser. » Elle dit « C'est ainsi que je le vois. » Alors évidemment, c'est schématique, mais finalement, il y a quelque chose de cet ordre dans ce livre. C'est l'endroit où elles peuvent échapper au regard, à ce qu'on projette sur elles, à ce qu'on a décidé qu'elles étaient, dans ce lieu où elles sont menacées, agressées. Là, elles trouvent un lieu qui est le leur, où elles peuvent finalement juste être entre elles, parce qu'il y a vraiment l'idée du gang de filles qui est ensemble dans la forêt. On parlera de ça aussi. Et qui est d'une certaine façon une vision moderne de ce qu'on pouvait appeler les sorcières, alors qu'en réalité, elles vont juste boire des verres, courir et rigoler et discuter entre elles. Il y a quelque chose aussi qui est terrible dans ce livre, c'est la violence silencieuse. Parce que Lucie, elle a été victime d'un viol. Alors, rien n'est dit, hein. On le sait, mais rien n'est vraiment dit, on ne sait pas, il y a tout un mystère. Alors ça, c'est la thématique du silence.
Est-ce que c'était aussi important pour toi de développer cette partie-là avec toute cette violence silencieuse entre la domination masculine, ce viol, tout ça, l'aspect sauvage, la sauvagerie, les bêtes à côté, tous ces parallèles que tu fais? Le silence est, je pense, le thème qui traverse absolument tous mes livres. Parce qu'il y a la violence effective, donc ces jeunes filles autochtones qui sont oui, à la merci, pour le dire vite, des hommes blancs qui coupent la forêt et qui se considèrent comme les maîtres de l'environnement. Mais il y a une autre violence qui est celle qui n'est jamais nommée. Elle n'est pas nommée, ensuite elle n'est pas entendue, elle n'est pas punie. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'insupportable, absolument, qui tue et qui nécessite une mise en marche, quelque chose de l'ordre du passage à l'acte, avec tout ce que sous-entend le passage à l'acte, le danger du passage à l'acte. C'est-à-dire qu'entre réparation, recherche de la justice et vengeance, la lisière est très mince. Et il y a le danger de passer de l'autre côté et de blesser, de faire le mal soi-même et de se blesser soi-même. En quelque sorte, la question est, que fait-on quand on est victime de violence, une violence qui n'est jamais nommée ni reconnue? La violence contre la violence est-elle légitime? Et comment peut-on faire autrement? Alors, on va revenir sur ces personnages de Lucie et de Nita. On a un peu l'impression que ce sont des contraires, même si elles se ressemblent. Est-ce que c'était fait exprès? Et surtout, j'ai une question très importante qui va revenir sur tous tes personnages dans tous tes livres. Pourquoi justement tes personnages ne sont jamais dans l'instant présent? Alors, je ne sais pas si Nita et Kishi, donc ils sont les deux meilleures copines, elles ont 15 ans, elles sont amies depuis l'enfance. Déjà, je pense que mes personnages sont souvent des anti-héros parce que c'est ceux qui nous touchent le plus, qui nous serrent le cœur et qui sont capables de ce dépassement. Ce sont des outsiders. Et elles le sont toutes les deux, mais comme le sont tous les adolescents de ce livre, il me semble. Donc, Nita, elle est comment dire, effacée aussi, d'une certaine façon également. Elle est en prise avec sa féminité, mais elle ne le reconnaît pas vraiment. Elle agresse sa mère en disant que sa mère ne pense qu'à séduire des hommes, mais en réalité, elle est travaillée, elle ne sait pas très bien comment se positionner vis-à-vis de ça. Et Kishi est très enfantine, donc elle est dans un refus presque d'envisager cette traversée de la forêt, de grandir, de cet appel de la sexualité, et de quelque chose qui est de l'ordre du refuge dans l'enfance, du refuge. Elle a perdu son père qui est brûlé dans une voiture, personne n'en a. Il n'y a pas eu de justice non plus. Et elle s'est réfugiée dans la chair, elle a pris du poids pour se protéger. Ce qui me plaisait dans ce personnage de Kishi, qui a l'air d'être a priori la plus démunie et la moins apte à comprendre les choses du monde, puisqu'elle vit dans ses jogging roses et qu'elle a ses posters de loup dans sa chambre alors qu'elle a 15 ans. Et finalement, celle qui va déployer une sorte de puissance et de sagesse inattendue et qui va être, alors parmi tous ces jeunes gens, toute cette bande d'ados, celle qui va être justement peut-être empêcher la transgression qui devienne... qui fasse que les autres se blessent réellement, et elle a cette chouette à laquelle elle s'attache, et elle va devenir une sorte de grande prêtresse de la nuit. Donc une prêtresse de la nuit en jogging de molleton rose, ça me plaisait énormément. Ça, c'est ton côté humour, non, qui est ressorti, tu n'as pas pu t'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher, mais même si mes livres sont quand même assez sombres, hein, il y a toujours, oui, en effet, j'aime bien cette petite fantaisie, et puis c'est de l'ordre de la tendresse aussi pour mes personnages. Et surtout que c'est la chouette qui va l'amener à s'ouvrir et à être comme ça. C'est l'influence de l'animal. Ça, c'est très important aussi. Les animaux, ils ont beaucoup d'importance dans ton roman, quelque part. Pardon? Les animaux ont beaucoup d'importance et apportent de la profondeur au texte. Alors souvent, ce sont des animaux totems. D'ailleurs, c'est quoi ton animal totem à toi? Ah oui, c'est vrai, je me suis posé la question au moment où j'ai écrit, et en effet, ça, je l'ai réalisé à la fin du roman, parce que je ne l'ai pas vraiment totalement fait exprès. J'ai réalisé que chaque personnage auquel je m'attache, donc
les adolescents, parce que les adultes, eux, sont plus du côté du mal, même s'il y en a un ou deux qui sont positifs, mais ils ont presque tous un animal totem, même s'il ne fait que passer, même s'il est anecdotique, il est furtif, il y a quelque chose qui les représente dans l'animal. Alors, en effet, je me suis posé la question de mon animal totem. Je n'ai pas vraiment la réponse pour l'instant. Moi, le bien, il est Il dans ton... paraît qu'il faut en rêver et que tant qu'on ne l'a pas découvert, il revient nous Exactement. hanter la nuit. Alors moi, il est dans ton roman, le mien. Je le vois Ah, tous les jours. Il vient aussi me voir tous les jours. Moi, c'est le chevreuil. Enfin, ah. c'est le cerf. C'est le cerf ou le chevreuil. Et donc, dans cette forêt, il y a un monde invisible. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as un monde invisible? Est-ce qu'il est nécessaire, ce monde invisible? Et est-ce c'est une bonne protection, ce monde invisible? Oui, le monde invisible, oui. Alors, je dirais que le monde invisible, c'est déjà la littérature, tout simplement. C'est mon pas de côté. Il me semble que depuis que je suis enfant, ma façon d'affronter le monde, d'affronter la vie et d'affronter le réel, c'est de me réfugier dans un monde invisible. Alors, il y a l'écriture ou la lecture, mais il y a également tout ce qui est de l'ordre du signe, tout ce qui est de la puissance du sauvage, tout ce qui est de l'ordre presque de la poésie, mais de la fantaisie, tout le pas de côté. En fait, tout ce que j'aime, c'est la sortie de route. Et me donner... Je pense que il n'y a pas meilleur moyen pour affronter n'importe quoi dans l'existence, puisque on peut le transformer. À partir du moment où on peut faire un pas de côté, le réel a moins prise sur vous. Et comme je pense que j'étais une petite fille très désincarnée, très dans ses rêves, c'est justement la nature, hein. Moi, ça a commencé par la mer, le fait de la confrontation aux éléments qui m'a aidé à être là dans le présent, être dans la sensation réelle, mais d'une façon qui me semblait douce, comme si elle me prenait dans ses bras et qu'elle m'accompagnait, pas d'une façon violente. Même si la confrontation peut être rude, c'est pour ça que quand je dis le sauvage et que parfois on m'interroge sur la sauvagerie, ça n'a absolument rien à voir. Oui, la sauvagerie est très proche, très présente dans mes textes, mais là où je vois la lumière et le monde invisible, c'est dans le sauvage. On va revenir au titre Eden. Est-ce que Eden, on peut le comparer à une faute, une culpabilité ou pas? La faute, c'est un autre de mes thèmes. Donc, en effet, Éden, c'est le paradis perdu. En plus, Éden signifie jardin clos. Et dans ces autochtones qui sont dans des réserves, donc ce milieu ce pays qui ressemble au Canada et qui ne l'est pas réellement, qui est un monde imaginaire, mais ce sont des lieux dont ces populations ne peuvent pas s'extraire parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, sociaux. Euh, donc, il y avait cette espèce d'assignation à résidence qui est extrêmement violente dans un paysage extrême, extrêmement vaste avec cette autoroute qui passe, où il y a les voitures passent toute la journée, les camions, donc il y a vraiment une notion de mouvement. Et je pense également que ça va avec cet âge de la vie ou cette adolescence où on a cette sensation d'impuissance absolue. Donc, Éden, il y avait cette idée du clos. Et effectivement, il y a l'idée de la faute originelle, qui est la faute d'Ève, donc la faute féminine, puisque dans ce livre, comme à peu près dans tous mes romans, les coupables, les victimes sont ceux qui sont considérés comme les coupables, et les femmes et les jeunes filles sont considérées comme coupables de ce qu'elles subissent. Je voudrais qu'on revienne sur ce gang de filles parce qu'il y a une scène terrible dans ce livre. Je ne sais pas si tu te souviens quand je t'ai appelé pour t'en parler. J'étais d'une extrême tension sur cette scène. Donc, il y a un gang de filles, 5 filles, qui sont serveuses dans un bar qui s'appelle le Hollywood. Ça aussi, ça m'a beaucoup fait rire. Où il y a un grand parking. Et dans ce bar, il n'y a que des hommes, les hommes de l'exploitation forestière. Ces filles, elles vont avoir eu un accès de violence, je ne sais pas. Il va y avoir une scène terrible de violence avec un jeune homme. Comment Monica Sabolo, douce comme on la voit là, peut nous écrire une scène terrible comme ça? Que s'est-il passé? C'est vrai que même moi, j'étais surprise parce que justement,
mes personnages ont tendance à être fantomatiques. Comme tu disais très justement, il y a cette espèce de toujours soit nostalgie d'un temps passé, soit projection dans une fantasmagorie. Ils sont assez peu incarnés également. Et dans ce roman-là, j'avais envie d'essayer l'action, l'incarnation. Alors, pas forcément jusqu'à la scène de violence Réussi, que hein. tu évoques, mais j'ai trouvé ça intéressant d'essayer de faire ça. A priori, c'est tout ce que je déteste écrire. Et finalement, je dois dire que T'as bien j'ai fait. plutôt aimé ça. Probablement que Ouais, c'est et puis c'est vrai qu'en libérateur. plus, il y a une autre dimension parce qu'en fait, c'est une violence faite par des femmes sur un homme. Et je trouve que la violence faite par les femmes sur un homme, ça a une dimension moi, j'avais l'impression de me faire tabasser, hein. Mais vraiment, j'ai eu cette impression-là. J'ai dit, mais elle est folle. Mais c'est extrêmement bien écrit et ce passage est quand même très surprenant. Alors justement, l'adolescence, qu'est-ce qui te plaît le plus parce que c'est un sujet qu'on voit comme un fil rouge dans toute ton œuvre, on va dire œuvre, allez, on se lâche. C'est la gestion des émotions à cet âge-là qui t'intéresse ou c'est autre chose? Je crois que en réalité, c'est l'âge dont je me sens le plus proche, tout simplement. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle enfin, pour moi par rapport à Les mon deux, hein. évolution métabolique, mais naturellement, je vais vers ces personnages-là. Et quand je parle à la première personne, ce qui est souvent le cas, Oui. quand je cherche la voix, je ne décide pas de parler à la première personne, mais pour moi, un roman commence vraiment par la voix. C'est une sonorité, une façon de parler. Je pose 3 phrases et si je suis dans la voix, juste quelque chose va se dérouler. Tant que je ne l'ai pas trouvé, rien ne se passe. Et très souvent, cette voix est donc à la première personne, au jeu. Et ma seule façon de me glisser vraiment droite dans mes bottes dans cette voie-là, c'est de prendre un personnage qui a entre 14 et 20 ans. J'essaye de faire autrement. Je n'y arrive pas. Je suis beaucoup plus à l'aise avec un personnage de cet âge-là qu'un personnage qui a mon âge, c'est-à-dire relativement très jeune, mais pas de cet âge-là. Donc, après, oui, probablement, je me suis interrogée, on m'a souvent posé cette question. Je crois que je n'ai pas vécu mon adolescence, j'étais assez à côté de moi-même. Probablement que j'ai projeté des choses et des événements, des émotions sur cet âge. Je l'ai magnifié, je l'ai mythifié. C'est un peu comme mes personnages qui regardent les bandes de filles qui sont les stars du lycée, la fascination, etc. Je pense que moi, je suis de l'ordre d'une adolescente comme Kishi avec des posters de loups qui regarde ceux qui font des trucs, des vrais trucs, quoi. Et je suis donc, j'ai aucun mal à me glisser dans le personnage qui est un peu le fric de la classe et qui regarde les autres parce que c'est resté très ancré. Mais je pense qu'en chacun de nous, hein, l'adolescent qu'on a été, finalement, il est toujours extrêmement vivant. C'est étonnant. On peut oublier des pans entiers de son existence, mais on pense à cet âge-là, on est connecté émotionnellement immédiatement. Après, je trouve que c'est un âge d'une souplesse. Il y a quelque chose qui n'est pas encore rigide, une curiosité, il y a un grand sens de la justice. Et je pense que la faute et la justice, ce sont des thèmes qui m'habitent. Et en même temps, la tentation de la transgression. Et comme j'aime l'ambivalence, c'est morbide et vivant. C'est un âge très sentimental et en même temps avec une certaine brutalité et une tendresse. C'est l'étrangeté au monde. Hein. C'est vraiment la confrontation au groupe qui est, je crois, quelque chose qui me travaille également, que je trouve un thème très intéressant. C'est le désir de la transcendance, et du danger, et de la mise en danger. Donc, c'est un âge d'une extrême vulnérabilité. Et comme si on a des adultes déviants qui ont le pouvoir, en fait, c'est l'âge où on est soumis à tous les pouvoirs. On est soumis au pouvoir familial, de l'État, de l'école, de la police. C'est un âge à la fois plein de ressources et qui est extrêmement risqué. Alors moi, j'ai pas de poster de loup, mais j'ai un poster de chouette. Et tu le connais celui-là. Ça Parce que c'est compte aussi. Monica. C'est 14 Monica ans. Oui. qui m'a offert ce.
pour la petite histoire. Parce qu'elle, elle a sa Beyoncé, moi j'ai Bérénice. Parce que moi, c'est véridique, j'ai une chouette qui m'emmerde, on va dire ça comme ça, un soir sur deux. Et je voulais vous dire que c'est une chouette, elle n'est pas aussi mignonne que Beyoncé. Hein. Je voudrais remontrer cette couverture, parce que quand tu es sortie, donc tu es sortie chez Gallimard, il n'y avait pas de bandeau, il n'y avait rien. Tu la trouves comment cette... Nous, on est content d'avoir un visuel avec une belle image. D'ailleurs, on remercie les équipes du livre de poche qui font toujours des belles couvertures. Moi, je la trouve Ouais, très belle, cette couverture. ouais, moi, elle me plaît beaucoup. Elle est un peu effrayante, mais je la trouve... euh, ouais, elle me plaît. Elle me plaît beaucoup. Je la trouve... elle colle et elle colle pas. C'est ce que j'aime bien, parce que ça n'empêche pas d'imaginer. Je veux dire, non, mais par rapport au personnage à Ouais, l'intérieur, ouais, mais ouais. la jeune fille, la robe et en même temps ce crâne, je trouve que ça représente assez bien justement cette ambivalence que j'essaye de traiter. Et est-ce que l'actualité a un impact ou une influence sur toi et sur ce que tu es en train, sur ton écriture? Parce que dans ce livre, il y a quand même des sujets très actuels. Alors, je ne le dirais pas comme ça. Je pense que ces sujets-là, c'est vraiment les sujets qui me travaillent d'une façon très intime. Après, c'est très juste. En effet, c'est mon livre évidemment le plus engagé et le plus politique, hein, c'est sûr. Hein. Mais je ne pense pas de cette façon-là. C'est vraiment quelque chose oui, qui est une voix profonde qui se travaille avec le temps. Après, là où l'actualité a un impact, c'est plus par rapport à la responsabilité. Je dirais que quand j'écris, je fais très attention à ce qui est dit par rapport à tous ces thèmes-là qui sont toujours présents dans mes livres, mais j'y réfléchis d'une autre façon parce que l'actualité, le mouvement de la parole des femmes, de tout ce qui remonte à la surface, justement la parole, le fait d'avoir des mots qui sont posés sur les choses, euh, me fait moi-même avancer, me fait prendre conscience de mes propres limites, de mes propres barrières, de mes propres soumissions, de mes propres peurs. Et j'y suis beaucoup plus attentive quand j'écris. Après, euh, ça reste un endroit qui est de l'ordre de l'élan aussi, de quelque chose qui vous dépasse un peu, malgré tout, sans vouloir en faire des tonnes, mais il y a quelque chose qui doit être dit. Je fais ce que j'ai à faire et je me pose pas trop. J'essaye, en fait, je suis assez coupée du monde à ce moment-là. Ça me préserve d'ailleurs. Je pense que je suis plus authentique si je suis dans ma forêt, coupée de toute voix et du brouhaha de l'époque. C'est mieux. Ça me préserve et je crois que je suis plus radicale et plus sincère. Alors, c'est vrai que tout le monde a parlé dans le thème central de l'agression, de tout ce qui te d'occupe dans tes thématiques. Moi, ce qui m'a intéressé, moi, je l'ai pris sous un autre prisme. Moi, c'est vraiment la nature. Parce que pour moi, la forêt est vraiment, comme tu l'as expliqué, le miroir de l'homme et sa mémoire. Moi, c'est ça qui m'a touchée et je trouvais que ça, on n'avait pas ça dans Summer où il y avait ce milieu aquatique que tu C'est décrivais vrai. très très bien. On n'avait pas cette attirance. Là, on a l'impression que c'est magnétique. Toi, tu as dû avoir un appel de la forêt, c'est pour ça que tu as écrit Eden. Mais nous, lecteurs, on a aussi, on est attirés par ça. Et moi, alors, toi, tu le sais, mais ce livre m'a énormément touchée parce que moi, je l'ai rapproché d'événements personnels. Mais je trouve que occulter la partie tout ce qui est animal totem, tout ce qui est la nature, tout ce qui se passe dans la forêt, que tu écris très bien, parce que moi j'y étais dans la forêt, hein. J'ai entendu les bruits, j'ai senti les odeurs, toutes ces descriptions, c'est ça, tu es un auteur du détail et de la beauté. C'est pas mal ça, Ça, non? je prends. Merci, Merci. Et j'ai envie de dire, avant que Frédéric reprenne la parole, parce que ça a été dit, et moi je vais mettre un point d'honneur à le dire, parce que moi je peux le dire. Effectivement, Monica Sabolo a des influences d'auteur, c'est normal. Mais Monica Sabolo fait du Monica Sabolo. Arrêtez de nous dire qu'on dirait du Sofia Coppola, qu'on dirait que c'est du je sais plus qui encore. Non, Monica Sabolo est unique et elle écrit du Monica Sabolo. Voilà. Sans transition, je laisse la place à Frédéric. Ça va être simple maintenant. Quand j'arrive, On Ah, t'entend pas, non, on t'entend pas. on m'entend pas. Est-ce Non, qu'on vas-y. m'entend là? Oui, c'est Voilà. beaucoup mieux. Ah bon, d'accord. J'arrive parce que elle va s'évanouir, Monica, là. Tu lui fais tu lui fais un compliment, elle va tomber sur son canapé.
Elle Est-ce le que ma sait forêt déjà. ressemble à celle qui est dans le livre? Est-ce que ça... Alors, moi, j'ai quand même l'impression qu'on est dans une forêt très tropicale, là. Ça me semble pas. Je crois que c'est japonais. Ah, voilà, c'est Ça doit être un peu, japonais. voilà, ça doit être un peu la forêt de la princesse Mononoke. Mononoke. Voilà, Ouais, ça ressemble un peu à magnifique, ça. mais effectivement, moi, les plus pluvieuses, en fait. Ah, C'est de d'accord. la pluie, Ok. c'est plus la Colombie-Britannique. D'accord. C'est vraiment, mais bon, ça ira, Frédéric. J'ai essayé de faire un effort. Euh, Moi, alors, j'aime beaucoup ce on parlait, décor. on parlait de l'adolescence et ça m'a donné une idée. Avant de passer à deux, trois questions de nos spectateurs, je vais te poser deux, trois questions de lycéens qui m'ont été posées quand j'allais en lycée. Et je trouve que ce sont des questions qu'on ne retrouve jamais dans les librairies, jamais avec les adultes. Qu'est-ce que ça fait d'écrire? C'est comment d'écrire? Bah, c'est aller dans la forêt. Je répète un peu ça, mais pour moi, c'est vraiment de l'ordre du voyage physique. C'est Et c'est l'impression de reprendre la main sur sa vie aussi, de plus être une petite feuille au vent. C'est ce que je dis aux lycéens, justement. Je dis avec rien, avec un crayon, avec un ordinateur, on peut redevenir maître de quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment de l'ordre d'une immersion, soit dans le lac, soit dans la forêt. Il y a quelque chose de... À une époque, j'ai travaillé dans des projets de protection de l'environnement, vraiment sur le terrain. Et, et aujourd'hui, je voyage finalement très peu. Alors que j'aimais vraiment ça, la jungle, justement la mer, les milieux rudes et forts. Et je retrouve exactement la même sensation quand j'écris sans bouger de chez moi dans mon lit. Je ne peux pas vraiment l'expliquer mieux que ça. Donc, tu écris dans ton lit. Absolument. Ah oui. Oui, toujours. Je peux Au pas détour d'une réponse, on a d'autres réponses. Est-ce que tu écrivais quand tu étais adolescente? Oui, des tonnes et des tonnes de poèmes. Des tonnes. C'est une question de Marie, je précise, ce n'est pas une question à moi. Oui, j'écrivais beaucoup. Ouais, j'écrivais des poèmes tout le temps. Et quand j'étais plus petite, entre 9 et 11 ans, j'avais un carnet de fables et je me notais. Je me donnais des appréciations et je mettais Ah ouais. entre 1 et 5 bâtons. Et à cette époque, j'étais assez satisfaite de ma qualité littéraire parce que j'avais toujours entre 4 et 5 bâtons sur mes propres fables. Après, j'ai beaucoup perdu en confiance, mais à ce moment-là, j'étais à mon maximum. Donc oui, j'écrivais énormément. Mais Mes alors, parents n'en pouvaient plus d'ailleurs, parce que je leur mettais toujours des tonnes de pages devant leur chambre, je me souviens, pour qu'ils me fassent des commentaires. d'accord, c'était surtout des poèmes et donc pas d'histoire. À quel âge tu as commencé à écrire une histoire de 20 pages, 30 pages? Beaucoup plus tard, hein. Je dirais qu'après ma phase poème, hein, j'ai eu un trou, je pense, de 10 ans. C'est également ce que je dis souvent aux lycéens et aux adolescents. C'est vraiment comme une rivière, elle sort et puis parfois elle redevient souterraine. J'avais d'autres préoccupations à ce moment-là, donc j'ai finalement écrit très peu. Je suis presque passée directement du poème et de la fable à 4 bâtons à mon première tentative de roman 10 ou 15 ans plus tard, quoi. Mais c'était là, je savais que c'était vraiment ce que je voulais faire. Héloïse voudrait savoir si tu as lu Femme qui court avec les loups. Ah, et oui, mais quelle bonne question! Quelle bonne question! Mais voilà, bah, et absolument, évidemment. Et je suis touchée par cette question parce que Femme qui court avec les loups, en effet, évoque le sauvage chez la femme et c'est un livre qui résonne en moi, mais d'une façon physique, pas intellectuelle, pas formulée. Et j'aime beaucoup également la tradition du conte, la tradition des histoires qu'on se raconte depuis la nuit des temps, qui évoquent quelque chose en nous, même si on ne les a jamais entendues, même si elles ne sont pas de notre culture. On réalise que dans le monde entier, on se raconte les mêmes histoires, qu'on évoque les mêmes choses. Il y a quelque chose d'un peu magique. Et comme j'aime beaucoup les mythes, la mythologie, tout ce qui est justement les grandes traditions, les grands courants qui nous traversent, on retrouve également cela dans Femmes qui courent avec les loups. Alors, toujours une question d'Héloïse. Est-ce que tu as récupéré ta femme sauvage et à quel âge?
Ah, mais quelle bonne question encore. Oui, bah, j'évoquais tout à l'heure l'idée de la réincarnation, c'est-à-dire d'être désincarnée, d'être une petite fille très cérébrale et peu physique, nulle à la gym, par exemple, toujours la dernière à être choisie au ballon prisonnier, qui court très très lentement, qui tombe sans les mains, donc complètement à côté de ses pompes. Et quand j'avais, je crois, à peu près 10 ans, en vacances en Espagne, aux Baléares, euh, on- on- ma famille et des amis louaient un bateau qui appartenait à un pêcheur et qui s'appelait Ignacio. Et là, il y a eu quelque chose de l'ordre vraiment du coup de foudre, de la révélation. Il m'a emmenée dans ses aventures, c'est-à-dire chercher les filets, nager la nuit. Il m'a emmené dans des grottes cachées, des grottes de pêcheurs où il y avait une petite crèche qui avait été installée, enfin, des choses qui étaient assez physiques, qui pouvaient paraître effrayantes pour des enfants. D'ailleurs, les autres n'aimaient pas tellement faire ça, tous les autres enfants. Et moi, j'allais partout. Ils me mettaient je me souviens de la graisse de tortue pour pas que j'ai froid, enfin, quelque chose d'un peu brut. Et ça, ce fut pour moi, oui, la connexion avec le sauvage. Et je pense qu'il y a eu quelque chose qui a commencé à se poser et une sorte de colonne vertébrale qui a pu comme un tronc, je dirais, qui a pu se déployer à partir de cet âge et qui a continué à grandir avec les années. Et d'où d'ailleurs mes, euh, mes projets de préservation de l'environnement. C'était la même chose, c'était être connecté à cet endroit-là, aller en Guyane, compter des tortues, être dans la forêt primaire, ce genre de choses. Ça vient de là. Alors justement, pour ceux qui te connaissent moins, est-ce que tu écris à temps plein maintenant? Est-ce que tu fais un autre métier? Et quel métier as-tu fait auparavant? Alors, j'ai d'abord été journaliste. D'ailleurs, je suis devenue journaliste à la suite d'un de ces projets de protection de l'environnement, parce que je travaillais dans un projet du WWF qui comptait des tortues marines en Guyane. Et là, des gens sont venus, ils lançaient un nouveau magazine qui s'appelait Mer Océan, qui était une sorte de géo de la mer. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans divers magazines. Jusqu'à en 2013, quand j'ai arrêté d'être journaliste, j'étais rédactrice en chef de la culture au magazine Grazia. Et là, j'avais sorti Tout cela n'a rien à voir avec moi et j'ai décidé de tenter de me consacrer à l'écriture de romans. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. Donc oui, je ne fais presque plus que ça. D'accord. Alors, Pierre voudrait savoir si tu as des rituels d'écriture, le matin, le soir, avec les mains, avec les pieds. Alors, dans mon lit, donc dans mon lit, et si possible, dans une situation qui évoque les vacances ou la vie d'une adolescente ou d'une étudiante dans son studio, c'est-à-dire avec des livres partout, avec un café, avec fumant une cigarette, l'impression que je ne vais pas travailler pour me jeter sur mon ordinateur. Et j'aime bien travailler tôt le matin dans un moment de calme. Le soir, malheureusement, j'aimerais bien être un écrivain de la nuit. Je trouverais ça assez sexy. Mais bon, je dors. Oh là là, J'ai bon, on est besoin de super dormir. déçus, là on va arrêter parce que franchement, si tu dors la nuit, parce que la nuit dans la forêt. Alors, est-ce que tu t'es promené la nuit dans la forêt? Pas tellement. Ah, ben voilà, c'est ça qui te manque alors. Oui, absolument. Pas tellement, non, la nuit dans la forêt. Ah, c'est vrai. Et On a alors, prévu de faire un stage de survie avec Monica dans la ah, forêt. c'est ça. On Oui. imagine que tu as lu dans la forêt le livre de Jean Egland. Alors, c'est très drôle parce que tout le monde m'en parle, en effet, et je n'ai pas du tout aimé ce livre. Je sais que Ah, énormément de personnes l'aiment. Et je ne sais pas pourquoi ce livre, non, j'ai pas, t'as pas accroché. c'est pas qu'il m'a pas accroché, peut-être qu'il m'a trop dérangé, ce qui Hmm. n'est pas forcément d'ailleurs Oui, ce qui pourrait être un compliment, il mais faut se je méfier crois des qu'il livres m'a qu'on déteste. trop, ouais, ouais. Hmm. Alors sinon, dans les environnements extrêmement forts, il y a évidemment le Prince des Marais et puis là où chantent les écrevisses. Ah, alors, Euh, alors là où chantent les écrevisses, je pense que ça va te plaire. Parce que mais c'est Mm. l'environnement du marais, c'est pas la forêt. ah, mais j'adore le marais. C'est extraordinaire. C'est un livre extraordinaire, c'est un premier roman.
d'Elia Owens, et c'est fabuleux. Je crois qu'on en a parlé, j'ai très envie de le lire. Oui, je crois que ça va te plaire, celui-là. Alors, il y a une autre question d'adolescent, c'est très drôle. Rupture complète, ça gagne combien par livre, un écrivain? Ah, alors, On l'a jamais eu, celle-là. ça dépend, en fait, ça dépend d'un livre à l'autre. Petit quart d'heure économique, pour ceux qui n'auraient pas... C'est très variable. Disons que j'arrive à en vivre, mais c'est fragile. Et je pense que ce n'est pas la meilleure option pour gagner très bien sa vie, mais j'y arrive. Bon. Donc, voilà. Alors, pour répondre juste quand même à la question pointue de par livre, sur un livre de 22 €, on est à 1,80 €. Ah oui, pardon, oui, si c'est pour un livre, Oui, oui, c'est ça, c'est ça. oui. C'est ça. Donc, avec 2 livres, on ne fait pas la semaine. Hein. Si, en CTU. Non, oui, en CTU, et pas avec 4 enfants. Et alors, donc ce livre, il vient de sortir en poche, donc on imagine que tu en as déjà écrit 2 ou 3 depuis. Hein. Alors non, non, je suis en train de terminer le prochain, mais Wow. enfin terminé. Il va peut-être me prendre encore quelques mois. Donc celui-là, je vais peut-être mettre un peu plus de temps que les précédents à l'écrire. Mais à la fois, je réalise que depuis 2013, j'en ai sorti un tous les 2 ans, c'est beaucoup. Non, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est une bonne mesure. Et le prochain, tu vas mettre plus longtemps parce que la madame a 80 ans et que tu es passé à un autre âge ou... Alors, en effet, je crois que j'ai un peu grandi. Je crois qu'on n'est plus à 14 ans, même s'il y a évidemment des adolescentes à grands cheveux qui passent, hein, comme Majorité d'habitude. ou pas? Pardon? Il y aura la majorité ou pas? Oui, là, on est un peu plus dans l'âge adulte et peut-être que pour la première fois, c'est un mélange, c'est un récit, à la première personne, mais c'est vraiment un livre personnel et il y a toute une partie d'enquête. Donc voilà, c'est un peu nouveau pour moi, donc peut-être que pour le, le verrouiller, ça va me prendre un peu plus de temps. J'aime bien à chaque fois essayer quelque chose d'autre, en tout cas pour moi, même si certaines personnes disent que j'écris toujours le même livre. Moi, j'ai l'impression de faire des choses très, très différentes à chaque fois. Voilà. Pas d'accord. Je suis pas d'accord, moi. Ah, j'ai pas dit ça, moi non plus, mais bon, de toute façon... Voilà quoi. Enfin. Ou alors c'est qu'ils lisent mal. Non, mais ça n'a pas d'importance, mais tout ça pour dire qu'à chaque fois, j'ai envie de tenter quelque chose. Et voilà, donc là, c'est encore pour moi, c'est un pas de côté. Alors, ma dernière question sera, tu fais des ateliers d'écriture, en l'occurrence chez Gallimard d'ailleurs. À quoi ça appartient l'envie de transmettre et qu'est-ce qu'on transmet dans un atelier d'écriture selon toi? Je me disais justement, parce que là, j'en ai animé un le week-end dernier et c'était vraiment assez extraordinaire. J'ai l'impression qu'on est comme une sorte de petite secte qui adorons la littérature et ensemble, on partage notre passion. On est comme sur une toute petite banquise qui se réduit et on est là. Il y a cette espèce de joie de partager quelque chose vraiment d'un amour assez immense. Et la transmission, j'ai la sensation que c'est de l'ordre de l'encouragement, justement, d'essayer de s'appuyer sur le socle que l'on a. Et en règle générale, il me semble qu'on est le plus mauvais juge de son propre travail. Et comme c'est quelque chose d'extrêmement solitaire, on peut devenir à moitié fou tout seul. Parfois, moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fabrique, quoi? Je suis là dans mon lit à faire mes trucs. Si je fais un pas de côté, j'ai l'impression que tout cela est assez intangible et peut-être un peu bizarre. Donc, il me semble que c'est de solidifier cet endroit-là et de montrer à ceux qui participent à des ateliers que ce qu'ils croient d'eux-mêmes est souvent bien trop dur et erroné, et leur donner juste cette force-là d'y croire un peu plus.
Sincèrement, je pense que c'est presque 80% de cet ordre. Alors évidemment, il y a des tonnes de trucs, il y a plein de questions, surtout qu'on n'a pas d'interlocuteur. Donc c'est passionnant de savoir comment faire, comment structurer un roman, comment travailler sa langue, etc. Mais comme c'est quelque chose qui est de l'ordre du dialogue avec soi-même, d'avoir quelqu'un qui a un regard bienveillant sur soi et qui encourage, moi, je sais que ça fonctionne très, très bien avec moi. Si on me flatte l'encolure et on me dit c'est super, je vais donner le meilleur de moi. Donc, voilà, j'essaye d'être à cet endroit-là. Ouais, et puis l'échange entre eux aussi, parce que c'est vrai que nous, on lit jamais de texte à haute voix avant qu'il ne soit publié finalement. Donc c'est plutôt intéressant. Oui, parce qu'il y a vraiment une dynamique de groupe. Hein. Je suis ça. absolument, c'est leur échange entre eux aussi qui sont extrêmement riches. Alors moi, je n'ai plus de questions. Je vais repasser la parole à Nathalie. Alors moi, je voudrais juste dire la petite anecdote. La première fois que j'ai lu Monica Sabolo, c'était avec Tout cela n'a rien à voir avec moi. Quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, on en est au 7e roman. Et ça, c'est mon coup de foudre littéraire. Donc, n'hésitez pas à plonger dans les livres de Monica Sabolo. Alors, ouvrir un livre de Monica Sabolo, c'est accepter d'être projeté dans un monde particulier, dans une atmosphère sabolienne. Alors, j'ai déposé le nom, hein. C'est à moi. Voilà, donc allez-y. Il est sorti le 13 janvier aux éditions Le Livre de Poche. Donc, vous pouvez aller le trouver dans toutes les librairies de France. Il est sur toutes les tables. Il est aussi à Biarritz, à la librairie partenaire qui est le Bookstore. Donc, allez-y aussi. Je voudrais juste dire, Monica, un grand merci d'avoir été là ce soir avec moi, d'avoir répondu à mes questions. Je sais que ce n'était pas un exercice facile parce qu'on se connaît très bien. Te remercier d'avoir écrit ce livre qui m'a beaucoup touchée. Dire d'autres, lisez-le. Voilà, ça s'appelle Eden. Il est sorti aussi en audiolib. Et alors, j'ai juste une dernière question et juste une faveur. Je sais que tu peux me le faire. Est-ce que tu peux me faire la Je sais. Ah voilà, je savais. Mais j'allais le faire spontanément parce que dès que j'ai une occasion de faire la chouette, je ne peux pas résister. Alors, ça fait longtemps donc, que je ne l'ai pas faite, donc je ne sais pas si ça va être à la hauteur, mais je pense que ce sera. Alors. Voilà. Elle le fait bien. Parce que Monica est une très belle conteuse. Elle a écrit un conte, alors je l'ai là, il s'appelle La Chouette Blanche. Et si vous l'écoutez, mais c'est un truc de folie. Elle a une voix, mais alors moi, ça a l'effet garanti. Hein. Avant de m'endormir, un coup de Chouette Blanche, et c'est... On dort, c'est ça? Non, c'est vrai. Elle a une voix très apaisante. D'ailleurs, c'est dommage que ce soit pas toi qui lises l'audiolib, mais bon, je sais que tu peux pas tout faire. Donc voilà, il est là, Eden. Et je vais te laisser le mot de la fin, mais avant le mot de la fin, je vais dire que demain, on va se retrouver à 19h avec notre univers, avec Béatrice Denaès qui a sorti un livre qui s'appelle Ce corps n'était pas le mien aux éditions First. Donc Monica, je te laisse la lourde tâche de faire la conclusion de cette rencontre et je t'embrasse bien fort. Bah, merci Nathalie, merci Frédéric. Je suis extrêmement touchée de tous ces mots-là. Je pense on m'a bien flatté l'encolure. Donc, c'est pour les prochains mois, là, pour que tu puisses écrire tranquillement. Oui, voilà, je suis lancée là. Merci beaucoup. Merci à vous. Parfait. Bonne soirée. À bientôt. Prenez bien soin de vous et à demain pour la prochaine rencontre.